Madame, Monsieur, bonsoir. Au mois de septembre dernier, la petite île de Saint-Vincent et son Premier ministre, Racine Gonzalez, accueillaient une importante délégation de Caribéens. Ils étaient venus de Trinidad, de Guyana, de la Guadeloupe, de la Martinique aussi, mais aussi de Barbade, de Trinidad. Ils étaient venus parler d'une question qui est encore très sensible en Guadeloupe, mais qui fait déjà, on peut le dire, le buzz dans les îles de la Caraïbe, la question des réparations. Cette délégation de Caribéens était sous l'égide de la CARICOM, c'est dire l'importance donnée à cette question qui en Guadeloupe semble encore être marginale. Alors, pour parler de la question des réparations, puisque le 8 et le 9 février prochain, au Lamentin aura lieu une importante manifestation liée à ces questions, nous avons fait venir sur ce plateau M. Luc Rinette. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du FKNG, l'une des organisations qui préside à cette manifestation du 8 et 9. À vos côtés, Marie-Christine Kidal, vous êtes secrétaire générale de l'UPLG. Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Félix Flémin, vous êtes secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Bonsoir. Et à vos côtés, Madame Sarah Aristide, vous êtes avocate. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Sous le deuxième plateau, on recevra Monsieur Kiko, qui est membre du Comité national guadeloupéen pour les réparations. Madame Jacqueline Jacquerie, qui est aussi membre du CIPN, le Comité international des peuples noirs. Alors, je disais tout à l'heure que la question des réparations en Guadeloupe, c'est une question relativement sensible. J'en veux pour preuve, j'ai essayé d'approcher un historien guadeloupéen, je vais le citer, René Bellinus, qui m'a dit ne pas être intéressé par cette question. Semble-t-il, la question des réparations n'est pas encore entrée dans les manuels d'histoire ou en tout cas dans les dossiers d'études de nos historiens. Alors, Luc Rinette, je vais commencer par vous, puisque vous êtes aussi l'un des créateurs du Comité international des peuples noirs. Depuis longtemps, cette question taraude votre esprit. Vous avez à plusieurs reprises posé la question des réparations. Pourquoi, à votre avis, en Guadeloupe, c'est encore une question sensible? Je n'ai pas l'explication. Je peux penser que nous avons encore les séquelles de la longue période esclavagiste et colonialiste, et que même certains qui sont dans le camp, je dirais, de ceux qui veulent changer les choses, n'ont pas encore saisi toute l'importance des réparations. Donc nous avons, je dirais, quelques difficultés, nous Guadeloupéens, à nous situer par rapport à cette question qui me semble fondamentale. Et ce qui paraît paradoxal, c'est que la plupart des hommes politiques que nous avons interrogés, que moi et d'autres camarades avons interrogés sur cette question et sur l'évolution fulgurante de cette problématique dans la Caraïbe, disent « nous ne sommes pas au courant ». Pourtant, CCN, d'autres médias s'en sont fait l'écho, mais quelque part, on a le sentiment qu'ils refusent d'entendre et de voir. Alors j'ai le sentiment que le monde se fait sans nous, c'est-à-dire que une fois de plus, les politiciens guadeloupéens sont enfermés dans une sorte de bocal au fond de l'océan et qui se croient, je dirais, étrangers à l'évolution du monde. Et ça, c'est un peu triste parce que lorsqu'on demande à ceux qui sont opposés, vous avez cité tout à l'heure Bellinus, mais il y en a d'autres, hein. Un historien m'a dit il y a moins d'une semaine, ce n'est pas en regardant derrière soi qu'on construit l'avenir. C'est-à-dire que pour lui, il ne faut pas se retourner, il ne faut pas parler de l'histoire, il faut parler des souffrances, il faut aller de l'avant. Je lui ai dit, mais avec quoi on va de l'avant? Et il m'a dit, ah ben oui, il faut qu'on s'entende entre Guadeloupéens, il ne faut pas qu'il y ait des divisions entre les Noirs, les Blancs, les Indiens, enfin, entre les ethnies qui composent le peuple guadeloupéen. Je lui ai dit, mais nous n'avons jamais, au grand jamais, évoqué cette problématique. Nous, au contraire, nous constituons un peuple, et c'est ce peuple guadeloupéen qui demande des comptes à la puissance qui, effectivement, qui pendant des siècles, à exploiter la puissance de travail de nos ancêtres, à déporter, à, je dirais, sacrifier des générations et des générations au service de l'enrichissement de leur pays respectif. Enfin, on va y revenir. Alors, je vais un petit peu faire un tour de table rapidement. Madame Kidal, vous êtes secrétaire générale de l'UPLG. À ma connaissance, je ne sais pas la position réelle de votre organisation sur cette question. Alors, c'est vrai que la question des réparations, c'est une vraie question, en fait. C'est un problème profond. Je pense qu'en fait, la question même de l'esclavage est une question qui est très difficile pour les Guadeloupéens. La problématique même de l'esclavage. Nous n'avons pas encore pu aborder ce problème de l'esclavage de manière sereine en Guadeloupe.
parce que ça renvoie à des images, ça renvoie à des choses qu'on a du mal pour le moment, je pense, à assumer. Et je crois qu'il y a également une méconnaissance même de cette histoire, même s'il y a eu beaucoup de manifestations, mais le peuple dans son ensemble n'a pas encore véritablement, c'est pas encore véritablement approprié cette histoire. Donc, leur parler de réparation, bon, disons que... un peu tôt. Je ne sais pas s'il est tôt, je dis que il faut prendre en compte cette dimension et il y a tout un travail pédagogique à faire. En ce qui concerne l'UPLG, nous n'avons pas pris encore de position sur cette question des réparations, mais nous y pensons, nous réfléchissons. Nous envisageons d'ailleurs de faire un séminaire pour approfondir la question. Nous sommes au courant de ce qui se passe. Nous suivons effectivement toutes les manifestations qui se font tant au niveau de la Caraïbe qu'ailleurs. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore véritablement pris position sur cette question. D'accord. Même question, M. Flemen du Parti communiste guadeloupéen. On ne peut pas parler de réparation comme ça tout seul. Nous posons la problématique de la réparation dans un triptyque. Décolonisation, réparation, développement. On ne dissocie aucun des éléments de ces trois branches. La question de réparation se pose. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple et un pays colonisé qui a subi les affres de l'esclavage, en précisant que l'esclavage, c'est surtout et avant tout un mode d'exploitation qui a permis la richesse, l'enrichissement, la puissance et le développement économique de la puissance esclavagiste, et à contrario, forcément, l'appauvrissement des peuples qui ont dû subir cet esclavage-là. Et après l'esclavage, la colonisation, alors après l'esclavage s'est déroulé dans le cadre de la colonisation, mais une fois que nos peuples et notre peuple s'est libéré de l'esclavage, le fait colonial a perduré, il perdure encore aujourd'hui. Par conséquent, quand nous parlons de réparation, c'est dans cette démarche-là du droit à la décolonisation et du droit à développement. Du droit que nous avons en tant que peuple, de construire le modèle économique, politique et social de notre choix. Et pour ce faire, nous devons obtenir réparation collectivement, réparation s'entendant dans le droit que nous avons d'exiger que la puissance qui nous a dominés et qui continue à nous dominer nous accompagne financièrement dans nos choix de développement. Par conséquent, la réparation ne se pose pas toute seule ex nihilo, elle se pose pour nous dans le triptyque décolonisation, droit à décolonisation, droit au développement, la réparation étant l'un des moyens pour y parvenir. Alors, Mme Aristide, Maître Aristide, il y a quelques années, Mme Taubira a fait voter une loi condamnant, stigmatisant en tout cas l'esclavage comme crime contre l'humanité. Curieusement, la partie réparation a disparu. Alors, du point de vue du droit, est-ce que vous pensez, puisque à Saint-Vincent, il y a des avocats qui étaient présents, est-ce que vous pensez qu'il y a un droit naturel à la réparation pour les peuples colonisés? Oui, à titre liminaire, si vous me permettez de m'exprimer sur cette loi. Alors, on s'est beaucoup gaussé de la loi Taubira, la loi de 2001, qui reconnaissait l'esclavage, la déportation, la traite négrière comme un crime contre l'humanité, mais qui, curieusement, n'abordait pas la question de la réparation. On a su qu'en coulisses, le corollaire pour que ce texte puisse passer était qu'on renonce à la partie réparation et la partie indemnisation. C'est une tartufferie, c'est une fumisterie, c'est beaucoup de fumée qu'on nous envoie encore au visage, parce que je discutais l'autre jour encore avec mon confrère Germani, qui est à l'origine en Martinique avec les sœurs Duhamel et Manville de cette assignation qui concerne le MIR et qui concerne des individus en tant que tels, sur la question de la réparation. Et je lui faisais la réflexion suivante de se demander en droit français quelle était l'infraction
particulièrement qui pouvaient porter atteinte à votre intégrité physique et qui n'ouvraient pas systématiquement droit à réparation. Cela n'existe pas. Donc, c'est une espèce de prétexte, si vous voulez, une espèce d'os qu'on nous a donné à ronger pour nous expliquer qu'on reconnaissait qu'on avait souffert, mais sans aller au bout de cette démarche et au bout de cette logique, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un état post-colonial, parce que nous sommes dans un état post-colonial, la question de la réparation avec ces espèces de fumée que sont des lois qui sont des lois de circonstances et qui n'aboutissent pas en réalité à reconnaître véritablement un crime contre l'humanité, fait qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la difficulté de poser effectivement, réellement, la question des réparations en Guadeloupe. J'ai envie de vous poser une seconde question très rapidement, avant qu'on voit un extrait de ce que disaient les Rastas, parce que les Rastas ont pris position. Est-ce que dans votre profession, c'est une question qui commence à être débattue d'un point de vue technique simplement? Ben, toujours avec les mêmes, j'ai envie de vous dire, Monsieur Zandronis, c'est une question qu'on aborde, Monsieur Renette le sait très bien, avec le bâtonnier Ezelin, avec Evita Chevry, avec un certain nombre de confrères qui depuis des années sont des militants engagés, sont des citoyens, parce qu'avant d'être avocat, on est citoyen, on est un homme, on est une femme, qui se posent des questions sur la réalité de leur pays, qui ont pris des positions idéologiques, des positions identitaires, voire institutionnel ou contre-institutionnel, mais le débat se pose toujours entre les mêmes, avec notamment aussi Daniel Debocry, toujours le même cercle d'avocats. Il y a quand même un clivage. Mais c'est pas un clivage, mais je crois que, comme on parlait des historiens tout à l'heure, la question des réparations ne divise pas, mais n'intéresse pas forcément tout le monde. Je crois qu'il faut déjà être entré de façon déterminée et parfois avec une certaine fermeté dans ce que l'on est et dans l'identité que l'on ressent de ce que l'on est guadeloupéen et qu'on veut le revendiquer pour pouvoir assumer la question des réparations. Donc ça existe dans tous les corps de métier et je crois que ça passe par cette espèce de sentiment d'appartenance extrêmement fort et extrêmement puissant. Donc c'est pas un désintérêt marqué volontaire, mais c'est un des intérêts qui va avec le cours des choses et le cours de la vie et de la société actuelle, à mon avis. Alors, la semaine dernière, on recevait ici des Rastas qui étaient venus parler de leur religion, de la situation en Guadeloupe. Et à l'occasion, nous leur avons posé la question sur la réparation. On écoute un peu ce que disait l'un d'entre eux. À niveau là, ça, moi, une débitin par exemple que jusqu'à présent qu'a trouvé outrant, c'est le fait que ni des moun ni en l'eau terre Guadeloupe et ni des moun ni pas ni pont terre Guadeloupe et les moun ni en l'eau terre Guadeloupe pas quand même utiliser toute terre là que yo ni. Et donc pour moi tout simplement ça t'était bien de rétablir ça à niveau là ça, c'est-à-dire que ni des Guadeloupéens qui panitaient et bien que qu'on ni des moun qui ni 30 à 40 hectares parce que parents a yoté à l'époque des anciens esclavagistes et yo pas acheté rien et nous obligés à acheter un morceau de terre et continuer à payer comme impôt. Donc il y a toujours jusqu'à présent l'eau injustice à niveau là ça donc des réparations que simple et normal hein? Nous pas demander l'argent mais même terre nous simplement terre oui ba Guadeloupéen terre. Voilà donc la position du mouvement Rasta guadeloupéen. Et je dois dire qu'à Saint-Vincent aussi, des Rastas jamaïcains de Sainte-Lucie, de Barbade sont venus poser les mêmes questions dans les mêmes termes, avec une petite différence. Alors, monsieur Renette, est-ce que vous pensez que la question des réparations est une question qui se monnaie? Parce que beaucoup de Guadeloupéens disent, bon, ben, nous pouvons faire réparation, est-ce qu'on peut donner l'argent? Déjà, on n'a jamais envisagé, dans notre démarche, de donner à chacun de l'argent
en fonction donc, de son origine. Il est évident que nous concevons d'abord les réparations comme une démarche globale qui s'adresse à un peuple, à un pays. Mais je reviens sur ce qu'a dit Maître Sarah Aristide sur la question de l'identité. La vraie question qui se pose chez nous, c'est qui sommes-nous? Lorsqu'on se trouve dans une salle d'attente, on voit 20 Guadeloupéens qui sont assis là, nous disons tiens, il y a 20 Guadeloupéens. Mais si on doit sculpter, je dirais, le fond même du cerveau de chacun, certains diront, moi je suis français. D'autres diront, je suis français et guadeloupéen. Et enfin, d'autres comme nous, comme moi, diront, je suis guadeloupéen. Et c'est ça qui nous trouble. Certains se croyant français ne se sentent pas autorisés à demander à la France des réparations parce qu'ils disent c'est se demander à soi-même des réparations. Et on reprend dans ça la thèse donc, de certain François Hollande, qui pour moi est un colonialiste comme Sarkozy, qui disait pas de repentance. Donc quelque part, et je m'en excuse pour ceux qui n'ont pas repris position, mais ceux qui disent nous ne voulons surtout pas parler de réparation, pas d'argent, etc., quelque part, ils peuvent aller déjeuner avec Sarkozy, je le dis. Sans méchanceté. Je ne parle pas de l'UPLG qui n'a pas encore de position. Est-ce que Mme Kidal peut aller dire puisque Sarkozy dit ne veut pas parler de ça. Non, je ne sais pas viser une organisation. Je dis que j'ai rencontré récemment un historien sur Petit Canal. On va le dire aussi, Raymond Boutin. Il me dit oui, mais il faut avoir des devant soi, c'est pas en rendant derrière qu'on va régler le problème de la Guadeloupe. Je dis mais on fait comment? Il n'y a aucune solution. Après, il me dit, nous, pas ils d'autres fois. Non. En fait, ça gêne certains. Oui. Définissons-nous. Qui sommes-nous? Je dis avec force, nous sommes Guadeloupéens, nous sommes Caribéens, nous sommes Américains, mais nous ne sommes ni Français, ni Européens. J'ai porté ici à dessin le code noir. Je rappelle quand même à mes frères Guadeloupéens, à mes soeurs Guadeloupéens, que c'est ce code noir qui a régi depuis 1685, c'est ça, 1685, la vie de nos peuples, de nos mères, de nos parents. Et jusqu'en 1848, il y a eu cours. Ici, il y a un petit document qui s'appelle les codes noirs. Il n'y a pas eu que le code de 1685, il y a eu aussi en 1724 et d'autres. Donc la France est ingéniée. D'ailleurs, c'est le premier pays occidental, le premier pays au monde qui a codifié l'esclavage, c'est la France. Oui. Quelle fierté aurions-nous de dire que nous sommes Français? Mais cessons de vouloir être les parents de nos bourreaux. Faisons honneur à nos parents, à nos grands-parents qui ont subi la déportation, qui ont subi l'esclavage, qui ont subi la colonisation. Et enfin, si moi j'étais de ceux-là, de ceux qui ont vécu en 1700, 1800, j'aurais été fier de voir que des générations d'hommes et de femmes, de jeunes se lèvent pour revendiquer, non pas vengeance, mais justice. Il n'est pas normal que pendant des siècles, des puissances occidentales des deux côtés de l'Atlantique aient accumulé des richesses qui continuent à porter intérêt et que nous, on dise non, on laisse ça tomber, il est bon comme ça, il faut arrêter. C'est comme si demain, M. Zanonis, on frappait votre mère. Je ne le souhaite pas. Mais que vous disiez, ah ben maman, après c'est maman fouaille. Je m'excuse d'être aussi brutal. Mais c'est un petit peu ça. Parce que nous avons une filiation qu'on ne peut pas ignorer. Nous sommes issus de ces hommes et de ces femmes. Et dire que ce n'est pas la peine, que passons à autre chose. Mais ceux qui disent qu'ils ne veulent pas de réparation, qui ne veulent pas entendre parler, qu'est-ce qu'ils proposent comme alternative? Parce que nos pays, aussi bien ici que dans les Amériques noires, qu'en Afrique, ont besoin de capitaux pour se développer. Nous voulons le développement économique, social et culturel de nos peuples respectifs et on a besoin de moyens, de capitaux qui ne génèrent ni remboursement en capital ni en intérêt. Et je terminais pour dire que le combat que nous menons au niveau du FKNG, il se fait aussi au sein du Comité national guadeloupéen pour la réparation qui regroupe le FKNG, le CIPN et le MIR. Eh bien, nous disons que les réparations sont une exigence non négociable. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas négocié. Et je termine en disant la chose suivante. C'est que nous voulons que de plus en plus, à l'instar de ce qui se passe dans la Caraïbe, eh bien, que de plus en plus Guadeloupéens qui deviennent partisans des réparations. Et que de partisans, ils deviennent artisans des réparations. D'accord. Alors, Madame Kidal, est-ce que ce discours, aussi bien, enfin, les discours que vous avez entendus, n'arrivent pas à vous convaincre qu'il va falloir peut-être que votre organisation prenne position, se positionne en tout cas? Non, mon organisation, c'est pas me convaincre. Moi, oui. Vous êtes convaincu? Si je suis là, c'est que je pense que quelque part, et je l'ai dit, c'est une question qu'il faut examiner. Il faut effectivement nous prendre à réfléchir, mais attention, en cas quoi aussi, qu'il ne faut pas nous précipiter, nous. Maître Aristide l'a dit tout à l'heure, c'est toujours, certaines personnes entre elles, toujours les mêmes. Alors que nous avons tout un peuple qui est là, qui n'a même pas encore assumé cette partie de son histoire.
Moi, je dis qu'il faut effectivement faire un travail pédagogique. Les Les réparations, mais écoutez, nous qui prend tant qu'il faut. L'important, c'est que nous arrivions quand même à faire monde comprendre que question là est d'importance et que l'entend nous ça a bougé. Mais ça te veut dire, c'est que en Guadeloupe, c'est vrai, il y a une question d'identité qu'a posée. Nous ne savons pas si nous Français, si nous Guadeloupéens, nous dit nous Guadeloupéens, mais en même temps, nous assimilés nous à la loi française, etc. Pays en nous est toujours colonisé. Les autres pays, le CARICOM et ça, c'est des États, c'est des pays qui sont indépendants, qui sont libres de faire choix que Yoni a fait. Ok? Mais nous pas même à ce stade-là ça. Donc nous on travaille à faire aussi pour que nous sortions dans un état de domination et pour nous payer effectivement assumer et réclamer des bitins. Donc question à la réparation à vie en moins, faut nous examiner en profondeur si problème à la colonisation, si problème... On ne pas dire qu'il faut nous prendre 3 siècles pour nous réfléchir, mais on veut dire que, si vous voulez, il faut nous également, j'ai dit ça, centrer-nous aussi sur un problème qui est fondamental, c'est le problème à décolonisation payante. Alors peut-être que les réparations peuvent servir à ça aussi. Peut-être, sans te dire quand même, c'est que ne pas précipiter nous, il n'y a pas de là. C'est que peut-être que pour les camarades de l'UPG, c'est en 2013 ou 2014. Pas du tout, quand même. Mais en cas précisé que le CIPN, c'est depuis février 1992 qui a posé la question des réparations. Avant même Taubira, même. Bien longtemps. Et deuxièmement, rapidement, on dit également que nous estimons que les réparations consubstantielles de la décolonisation, c'est ça, Félix dit, consubstantielles, c'est très important. Et en Kevin va dire aussi, les Marie-Christine, qui a dit, c'est qui dit, par moi, qui a dit, il faut d'abord nous États pour nous demander réparations. Et nous avons que tous les pays de la Caraïbe, ils ont dit, nous États, nous autonomes, ou le plus souvent nous indépendants, et nous rendons nous compte que dans le processus de décolonisation, nous oublions une étape qui fonda, c'est la réparation. Et le CAFIN a dit, je dis là, par rapport à les plans de développement que nous voulons mettre en place, et les plans de développement économique, social et culturel, nous avons considéré les réparations comme étant un élément de stratégie de développement. Voilà, merci. Nous allons retrouver tout de suite après une petite pause publicitaire. Retour donc sur le plateau de Faut-il avoir peur des réparations avec nos invités, Luc Rinette du FKNJ, Marie-Christine Kidal de l'UPLG, Madame Maître Sarah Aristide, avocate, et puis Monsieur Félix Flémet qui est secrétaire général du PCG. Alors j'allais revenir vers vous, Monsieur Flémet. Madame Kidal disait tout à l'heure qu'il faut une pédagogie, peut-être un petit peu de temps pour faire passer cette idée dans l'opinion. Est-ce que c'est la position de votre parti ou bien faut-il dès maintenant battre le fer? Non, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on ne va pas saucissonner les questions. Il ne s'agit pas d'attaquer le problème des réparations, non, sans poser le problème global de ce que nous sommes. Alors, Madame Maître Aristide l'a dit, la question de l'identité, mais la question de notre droit politique de peuple à mettre en place un modèle économique, politique, social qui corresponde à nos intérêts de peuple. Donc les questions sont intimement liées. Tant que la conscience globale majoritaire de notre peuple ne sera pas parvenue à ce niveau, permettant que globalement nous allons obtenir, arracher notre décolonisation, parce que la décolonisation, ça s'octroie pas, ça s'arrache, ça s'obtient. Eh bien, tant que nous ne serons pas parvenus à cela, nous ne pourrons pas mettre en place ce qui va avec. Ce qui va avec, c'est le droit à réparation que nous devons exiger de la puissance colonisatrice pour pouvoir assurer et assumer notre développement. Donc les questions ne se posent pas les unes après les autres ou les unes avant les autres, elles se posent ensemble. Ça veut dire que le combat dans lequel nous sommes, eh bien, c'est bien le combat de faire monter le niveau de conscience des Guadeloupéens. Et ce combat-là ne peut pas être non plus le travail de telle ou telle organisation.
C'est un combat collectif qui doit être mené collectivement par l'ensemble des forces dans notre pays qui veulent construire un pays différent. La question de réparation est intimement liée au problème des inégalités sociales que nous vivons dans notre pays, qui découlent pour beaucoup d'entre elles et bien de cette situation esclavagiste. On l'a dit tout à l'heure dans le reportage, quand on a posé le problème du foncier, les forces économiques dominantes, beaucoup d'entre elles, ça vaut d'ailleurs des procès à des organisations syndicales, bien les forces économiques dominantes de notre pays tirent leur puissance justement de la traite négrière, de l'esclavage. Donc on ne peut pas découpler les questions de réparation, les questions de décolonisation sans expliquer que l'esclavage a été et surtout un mode d'exploitation de travail gratuit qui a permis la richesse des puissances esclavagistes. Et donc, ce n'est qu'un juste retour des choses. Ce n'est pas une revanche, ce n'est pas une vengeance. C'est simplement du fait de la volonté des hommes d'arracher ce qui nous revient de droit. Donc, les choses doivent être posées comme ça, mais elles ne peuvent pas l'être. La question n'avancera que lorsque collectivement nous serons parvenus à mobiliser notre peuple sur la démarche de s'assumer, la démarche de souveraineté que nous portons. Donc c'est un travail collectif qu'il nous faut ensemble mener, parce qu'aucune organisation, et ça nous le savons, nous l'avons déjà dit, ne parviendra à elle toute seule à faire avancer telle ou telle question. Alors, je rappelle qu'on pourrait intervenir à n'importe quel moment dans le débat. Alors, j'entends tout à l'heure depuis quelque temps, et je l'ai entendu autre part, question de droit. C'est-à-dire, est-ce que le droit français aujourd'hui permet justement de trancher, de se positionner sur cette question des réparations? Est-ce que l'arsenal juridique français, ou voire international, puisque certains peuples, les Caribéens dont je parlais tout à l'heure, sont prêts à aller en justice au niveau de la Cour internationale, et si besoin, est-ce que dans le droit français, il y a des possibilités déjà? Il le permet. Il y a tout un arsenal juridique qui nous permet de demander à l'État français, pas sur le terrain pénal, parce que, vous savez, les choses sont très bien organisées en droit français. On ne peut pas déposer plainte contre l'État français. Ça, c'est un principe de base qui veut qu'on ne puisse pas la traire devant une juridiction pénale. Mais comme nos confrères martiniquais l'ont fait, on peut assigner l'État français, l'agent judiciaire du Trésor qui est son représentant, devant les juridictions sur la base des textes du Code civil notamment, sur la base du décret de 1848 qui est toujours en vigueur, et ça on l'oublie assez souvent, et sur la base de cette partie de la loi Taubira, parce qu'il faut se servir de ce qui nous sert, qui nous permet d'affirmer que nous avons été victimes d'un crime contre l'humanité. Simplement, vous avez en face de vous des forces qui sont structurées, des forces qui sont mises ensemble pour justement ne pas aller sur le terrain de la réparation et encore moins vous donner raison, parce que nous attaquons l'État français dans un système qui est éminemment français, avec des magistrats qui très souvent, et nous le déplorons assez régulièrement, parce que c'est pas un terrain, c'est pas un débat racial, comme le disait Luc à l'instant, c'est pas un débat où il faut qu'on s'oppose entre ethnies. Et d'ailleurs, ceux qui le font sont ceux qui ont intérêt à ce que ce débat-là ne soit jamais tranché. Il ne faut pas le racialiser. Absolument pas. On n'a aucun intérêt à le faire. Et ceux qui vont sur ce terrain-là sont les mêmes qui l'ont fait en 2009, sont les mêmes qui l'ont fait en 1967, sont les mêmes qui l'ont fait en 1985. Et je ne crois pas qu'on va me démentir sur ce plateau-là. Dès qu'on pose des questions identitaires profondes dans ce pays-là, on doit racialiser radicalement le débat. Or, on a en face de nous des magistrats, qu'ils soient d'origine métropolitaine, puisqu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, ou qu'ils soient d'origine guadeloupéenne ou autre, qui de toute façon, pour la plupart, sont dans un moule qui fait qu'on ne remet pas en question l'État français. Donc, si vous voulez, on est dans le système du chien qui se mord la queue parce que le débat ne veut pas être tranché, parce qu'il ne doit pas être tranché. Donc, il faut l'attaquer autrement, comme le disaient tous les intervenants, pas de la façon à saucissonner les questions. Vous avez raison, Monsieur Flemin. Il faut aborder les questions les unes avec les autres collectivement,
avec cette idée qu'on n'agit pas dans le présent et qu'on n'envisage pas le futur si on ne connaît pas son passé, je vous cite, Monsieur Rennert, je vous ai entendu très souvent le dire, je ne conçois pas que les historiens estiment que la question de la réparation ne doit pas être abordée parce qu'il faut aller vers l'avenir. C'est une absurdité. On ne peut pas aller vers l'avenir si on ne connaît pas son passé et on ne peut pas se connaître aujourd'hui en 2013 si on ne sait pas ce qu'on a été et ce que nos ancêtres ont été. Donc le débat est même pas tellement un débat juridique parce qu'il y aura des embûches, il y a des obstacles, on les connaît, la question de la qualité à agir, de rejeter le MIR en tant qu'association, en tant que groupement, faire des actions individuelles avec des arbres généalogiques, tout ça on le sait. Le vrai débat, il n'est pas tellement là, Monsieur Zandronis, il est dans le fait que cette question dérange parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Guadeloupéens que l'on ne veut pas faire réfléchir parce qu'on est dans une société qui est faite de telle sorte que l'on vous empêche de réfléchir, on ne veut pas vous permettre d'accéder à un certain niveau de conscience. Beaucoup de Guadeloupéens ne s'assument pas en tant que Guadeloupéens parce qu'il ne faut pas quelque part mordre la main qui vous donne à manger. Voilà. Le débat, il est là. Et tant qu'on n'aura pas compris que nous ne devons rien à la France sur le terrain de la réparation, qui bien au contraire est celle qui nous doit quelque chose. Regardez Haïti, qui a payé à la France le prix de son indépendance et qui a vu les colons être indemnisés une double dette. Oui. Aujourd'hui, en Guadeloupe, on est dans une situation où on estime qu'on est redevable, c'est quand même extraordinaire, qu'on est redevable à la France d'exister en tant que telle, alors que c'est la France qui nous doit des comptes pour nous avoir déportés, nous avoir assujettis à l'esclavage pendant des siècles, quand aujourd'hui, on se rend compte que la France, loin de lui coûter de l'argent, nous lui en avons beaucoup rapporté, contrairement à ce qu'on entend encore aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la France comprendrait qu'on lui dise dans un siècle qu'elle n'a jamais été productrice de vin et de fromage, alors que nous étions, il y a un siècle, le meilleur café qui puisse exister au monde? Le Guadeloupéen a un problème de mémoire et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Sans mémoire, nous ne pouvons pas être des hommes qui pouvons avancer. D'accord. Alors, une question, Mme Kidal, comment comprenez-vous la position actuelle du gouvernement français, par exemple des socialistes qui disent aujourd'hui ne pas tenir compte de cette question? C'est-à-dire, M. Hollande écarte la question des réparations d'un trait de main, M. Sarkozy avait fait pareil, il avait même été plus loin à Dakar en disant que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire, etc. Comment vous interprétez ces affirmations et ces positions du gouvernement français? Je crois que quel que soit le président de la France, en fait, le chef de l'État français, cette position ne me surprend pas. Pourquoi? Parce que ça va dans la logique de ce que vient de dire Maître Aristide. L'État français estime que nous lui devons, mais lui ne nous doit rien. Que si nous existons, écoutez, dernièrement j'ai entendu quelqu'un dire heureusement, la France là, il a une petite perfusion pour nous vivre. C'est quand même quelque chose de grave, c'est aberrant. Un chef d'État français accepter que la France a commis à un moment donné de tels crimes, déjà pour accepter la loi de Mme Taubira, c'était pas facile, mais accepter en plus que comme cet État avait commis des crimes, il doit maintenant réparer, c'est vraiment lui demander de descendre d'un piédestal lorsqu'on connaît comment fonctionne le système français, comment a été conçue même la République, etc. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont mises en avant, mais dans le fond, il n'y a pas, si vous voulez, de volonté véritable d'appliquer toutes ces valeurs. Bon, on n'a qu'à prendre des exemples récents également. Madame Taubira a été attaquée des propos racistes. Est-ce que vous avez entendu au sein du gouvernement, au sein de l'État, au plus haut sommet de l'État, une réaction spontanée? C'est parce que dans le fond, cet État français est profondément, je ne veux pas dire raciste, le mot serait peut-être fort, mais c'est possible. Mais tout ce qui a conduit
ce pays a codé justement l'esclavage, à mettre en place tout ce trafic, il me semble que ça existe quelque part, ça existe toujours. Il n'est pas question que nous puissions, nous, descendants d'esclaves, oser demander à l'État, vous vous rendez pas compte de l'énormité de la chose, lui demander des comptes. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je parlais de pédagogie, une minute, si tu permets. C'est pour ça que je parlais de pédagogie. Je disais qu'on a tout un travail à faire sur la conscience. Est-ce qu'il n'y a pas urgence? Il y a peut-être une urgence, peut-être. Sans Mais précipitation, il faut, sans précipitation, peut-être. Je ne remets pas en cause le droit à demander des réparations. Ce n'est pas ce que je remets en cause. La méthode? Je dis qu'il faut tenir compte du peuple là que nous avons. Parce que nous avons un peuple qui n'a jamais fait l'expérience véritable de se gouverner lui-même, de faire des choix lui-même. Un peuple qui, lorsque des descendants d'esclavagistes disent, bon, ce terrain-là m'appartient, je pense notamment à la lutte qui se mène à d'Aubin-Sainte-Rose, ces terres, ce sont les miennes, je dois les reprendre, vous me donnez mes terres, eh bien, la réaction, elle est timide. Heureusement qu'il y a des syndicats aussi qui osent poser le problème. Donc, nous avons affaire à un peuple qui est fragile. Un peuple qui n'a pas encore, et je vais me répéter, qui n'a pas encore assumé véritablement son histoire. Et s'il ne l'assume pas, eh bien, il ne peut pas non plus devenir, se développer en tant qu'être. Il faut l'aider, c'est pour ça que je parle de travail à faire. Oui, justement, chacun nous le fait, d'ailleurs. En tant qu'organisation patriotique, nous devons être aussi, je dirais, à l'avant, c'est-à-dire en termes de structure politique visant à éclairer le peuple. C'est notre rôle. Alors, tout à l'heure, Marie-Christine disait que le gouvernement, assumant quelques caractères racistes, enfin, puisque finalement, on s'est rendu compte qu'au lendemain de l'agression verbale contre Taubira, personne n'a réagi. Moi-même, je me suis dit, mais j'ai dû rater un épisode. Quelques jours après, je dis, je suis mort raté un épisode. En réalité, non, je n'avais rien raté. Personne n'avait réagi. Ça aurait été un juif qui aurait été donc effectivement menacé, qui aurait été insulté, tout le monde aurait réagi. Avec raison. Avec raison. Hein. Parce que je dis, ceux qui sont valables pour les juifs, qui sont des êtres humains comme nous, vont être valables pour nous. Mais cessons finalement peut-être de nous dénigrer nous-mêmes, comme si nous n'avons pas la capacité de nous diriger, comme si on a toujours besoin d'un Français ou d'un Belge ou d'un Italien pour nous diriger. Nous sommes aussi capables que ces hommes et ces femmes de nous diriger. Mon propos vient dire simplement que si les allusions aux singes faites pour Taubira sont passées si naturellement, c'est parce que le peuple français profondément reconnaît qu'il est raciste. 65% des Français reconnaissent qu'ils sont plus ou moins racistes. Quelqu'un qui est plus ou moins raciste, il est raciste au final. Je tenais justement à ce propos à dire, le petit Larousse, qu'on connaît bien, disait, concernant le nègre, c'est un homme, c'était en 1886, mais il a été en vigueur jusqu'en 1914, à l'ouverture de la Première Guerre mondiale. Homme, femme à peau noire, c'est le nom donné spécialement aux habitants de certaines contrées d'Afrique, qui forment une race d'hommes noirs inférieure en intelligence à la race blanche. Pendant des décennies, les Français, les Occidentaux ont été effectivement, je dirais, trempés dans cela, cette conviction qu'ils sont supérieurs. Gobineau avec des choses à peu près voilà, dans le même sens. Et nous-mêmes, certains d'entre nous, jusqu'à aujourd'hui, croyons que nous sommes inférieurs à cela. C'est bien qu'on ne se revendique pas, nous disons ça suffit. Les Français ne sont pas différents de nous, et ils ne sont surtout pas supérieurs à nous. Il faut le dire, il faut le... Quand on dit aux Français, vous êtes Français, je dis, ah bon, et toi? Moi, c'est pas à toi de définir qui je suis. Je suis Guadeloupéen. À ce moment-là, vous avez le respect, ils vous foutent la paix, parce que vous vous en imposez. Vous leur dites qui vous êtes. Ce n'est pas à l'autre à vous dire qui vous êtes. Deuxièmement, je termine, le dictionnaire de la conversation française, qui parle toujours des Noirs, ce sont des individus de sexe et d'âge différents qui constituent la race noire. Tout le monde connaît cette sorte de museau, ses cheveux laineux, avec une barbe rare, ses grosses lèvres si gonflées, ce nez large et épaté, ce menton reculé, ses yeux ronds et à fleur de tête, qui distinguent les nègres et les feraient reconnaître même quand ils seraient blancs de peau comme les albinos. Plusieurs d'entre eux ont des jambes cambrées, presque tous avec peu de mollets, des genoux semi-fléchis, une allure éreintée, le corps et le cou tendus en avant, tandis que les fesses ressortent beaucoup en arrière. Tous ces caractères extérieurs montrent déjà une nuance vers la forme des singes.
dictionnaire oui. de la Convention française. En fait, oui, ils ont dû puiser dans la littérature française. Alors, Monsieur Flémet, et on va prendre 3 minutes à peu près, il nous reste pour cette partie du débat. Du point de vue, parce que bon, on pose des questions en termes de classe dans votre parti, est-ce que la question de la réparation s'articule avec ce type de revendication? Mais je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai expliqué que les conséquences aujourd'hui encore du système esclavagiste, elles sont présentes et prégnantes dans l'organisation sociale de la Guadeloupe. Les classes sociales défavorisées sont ces classes sociales qui ont été directement exploitées par les esclavagistes. Les esclavagistes ont bâti leur puissance économique. Ils ont accumulé du capital par le biais de l'esclavage qui est avant toute chose un mode d'exploitation. Et je crois que si on n'explique pas ça, si on en reste simplement à l'un des aspects de l'esclavage, sans expliquer que en fait, les motivations réelles sont des motivations économiques. Et du jour où l'esclavage, comme modèle d'exploitation économique, ne rapportait plus suffisamment de capital, d'argent, de profit aux esclavagistes, eh bien, on a vu apparaître des gens comme Schellcher pour dire attention, là, vous nous faites perdre de l'argent. Donc, c'est pas un lien, c'est une dialectique. Et c'est ça que nous devons expliquer. L'esclavage, c'est d'abord et avant toute chose un mode d'exploitation qui a permis de bâtir la puissance économique des puissances occidentales, des pays anciennement, des pays colonisateurs, même si la colonisation a pris d'autres formes. C'est la raison pour laquelle le combat que nous devons mener aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout un combat politique. C'est un combat politique que nous devons mener. C'est un combat d'abord avec nous-mêmes, avec notre peuple. Avant, j'ai envie de dire, bien sûr qu'il faut revendiquer, mais la question de la décolonisation de la Guadeloupe, elle concerne les Guadeloupéens d'abord. Du jour où les Guadeloupéens majoritairement voudront sortir de ce système-là, du jour où nous aurons compris que la richesse de notre pays, elle est réelle, que la France exploite aujourd'hui 96 000 km² de surface maritime de la Guadeloupe, et qu'au contraire, c'est nous qui participons à la richesse de la France. Au lieu, comme vous avez raison de le dire, maître, de faire croire que sans la France, nous ne pouvons pas vivre, il ne faut pas mordre la main qui vous mange. Mais c'est nous qui, en réalité, nourrissons la France. Du jour où nous aurons expliqué en commun toutes les forces qui se battent pour faire monter le niveau de conscience et la volonté du peuple guadeloupéen de s'assumer, le jour où nous le ferons, nous pourrons à ce moment-là, en tant que force, autorité politique, en tant qu'État, en tant que collectivité guadeloupéenne, revendiquer face à la France le droit et exiger notre droit à réparation. Nous utiliserons à ce moment-là pour ce faire tous les moyens juridiques, bien sûr, mais d'abord les moyens politiques. Et la balle est là dans notre camp. Et nous allons faire la liste de réparations. Il faut absolument donc revenir, je crois, à l'essentiel. L'essentiel reste que les combats pour la décolonisation, pour la réparation et pour le développement sont un seul et même combat que l'ensemble des forces, l'ensemble des patriotes guadeloupéens doivent mener de commun accord et qu'il ne faut surtout pas qu'on puisse considérer que tel combat appartient ou est la propriété de telle organisation, autrement on va droit à l'échec. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure. Très rapidement, juste pour vous dire qu'il est quand même hallucinant en 2013 ou 2014 que des familles qui ont pignon sur rue et qui appartiennent à une certaine caste et une certaine classe sociale puissent attaquer des travailleurs simplement parce qu'ils ont osé affirmer que leur richesse était la conséquence de la traite négrière. Ce que je crois, M. Zandronis, pour aller très vite, c'est qu'aujourd'hui, on a intérêt à monter les Guadeloupéens les uns contre les autres, les différentes ethnies qui existent en Guadeloupe, et qu'il faut que l'on apprenne à se pardonner. Mais pour que nous puissions pardonner, nous nègres, nous puissions pardonner, il faut qu'on nous présente des excuses.
pour qu'on nous présente des excuses, il faut qu'on reconnaisse que nous avons été des victimes. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons parler d'une chose essentielle pour le devenir de la Guadeloupe, la réconciliation. Bien, je vous remercie. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de ce débat. Deuxième partie et dernière partie de cette émission, faut-il avoir peur des réparations? Je rappelle que les téléspectateurs peuvent intervenir au 80 47 37 et poser des questions à nos intervenants. Alors, on reçoit cette dernière partie, Jean-Paul Kiko, vous êtes président du MIR, Mouvement international pour les réparations, mais aussi président du CNJR, vous avez deux casquettes, on vous a expliqué tout à l'heure pourquoi. Et Madame Jacqueline Jacquet, qui est présidente du CIPN, le Comité international des peuples noirs. Alors, première question à Jean-Paul Kiko, CNJR. Alors, le CNJR, c'est le Comité national guadeloupéen des réparations. En fait, lorsque l'an dernier, au mois de juillet, la CARICOM avait proposé de pouvoir créer des comités nationaux dans chaque île de la Caraïbe, tout naturellement, nous, au niveau du MIR, on s'est dit qu'il était plus que normal qu'on puisse justement rentrer dans cette dynamique-là. Et c'est ainsi qu'avec d'autres organismes tels que le CIPN et le FKNG, on s'est dit, mais tant qu'à faire, on va commencer à se fédérer justement les forces, fédérer les organismes pour pouvoir continuer ce combat-là des réparations au même titre que les autres îles de la Caraïbe. Jacqueline Jacquet, vous êtes avec le CNJR l'une des composantes de l'organisation, on peut appeler un symposium colloque sur les réparations. Vous pouvez me dire en gros quelle va être un petit peu la physionomie de cette manifestation? Alors, la sans entrer dans tout le détail, oui. Parce que je sais que le programme est très lourd. Oui. Alors nous allons donc, juste pour dire qu'en 2011, il y a eu un symposium où nous avons parlé des réparations sous l'angle des États. Là, aujourd'hui, on va parler des réparations sous l'angle de l'individu et de l'afro-descendant que nous sommes. Quelles seraient les retombées pour ces afro-descendants au niveau politique, économique, social et culturel. Donc, nous passons du macro à l'individu. Donc, qu'est-ce que nous allons avoir comme intervenants, donc nous allons avoir un certain nombre d'intervenants qui vont nous parler. Alors nous aurons deux volets, je vais d'abord parler comme ça. Nous aurons un volet où nous allons parler plus de nous, le samedi nous allons parler de nous, le samedi du 8 février. Voilà, du 8 février, où nous aurons un certain nombre d'intervenants, notamment Madame Maître Duhamel, Maître Duhamel au pluriel, puisqu'elles sont deux, qui vont parler donc de l'assignation qu'il y a eu de la part du MIR Martinique à l'État français pour demander réparation. Nous aurons également une dame, Madame Destinval, qui elle a fait des recherches au niveau généalogique et donc qui a porté plainte contre l'État français. Donc elle va nous donner son expérience. Nous aurons Maître Chevry qui va parler elle de sa vision en tant que et les perspectives en tant qu'avocate. Nous aurons Madame Brafran-Trobo qui va nous parler de sa perception en tant qu'intellectuel des réparations et de leur rôle en tant qu'intellectuel sur cette affaire-là. Nous aurons des artistes qui vont nous parler également de leur vision des réparations. On va arrêter là un petit peu le programme. Voilà, c'est ça. Parce que je voulais, juste avant de repasser la parole à M. Aristide, poser une question à M. Kiko. Vous étiez à Saint-Vincent. Quel était un petit peu le climat général des représentants des États ou des personnes qui étaient à ce colloque pan-Caraïbe sur les réparations? On a été agréablement surpris de voir qu'en fait, vraiment, tous les États de la Caraïbe ont déjà bien travaillé sur la question des réparations. En fait, ils sont déjà vraiment à un niveau où les universités, les politiques, les différents chefs d'État ont déjà travaillé sur la question. Donc, ils ont déjà une belle avancée et on sent qu'il y a plus qu'une motivation. C'est parce que, comme on disait il y a un instant, ils ont vraiment estimé que ça faisait partie de leur développement économique. Donc, partant de là,
tout l'état d'esprit, la manière même de concevoir les réparations prend tout de suite une ampleur mondiale. Alors, est-ce que vous avez eu le sentiment, puisqu'on va avoir tout à l'heure un micro-trottoir, qu'en Guadeloupe, nous sommes un petit peu en retard sur cette question? Alors, les gens n'ont pas encore totalement compris, mais ceci dit, lorsqu'on leur explique quand même le processus des réparations, ils le comprennent parfaitement, ils adhèrent même totalement. Il suffit qu'on leur explique vraiment avec pédagogie, comme on disait tout à l'heure, ils comprennent. C'est une question de logique. Lorsqu'on voit qu'il y a un crime, il faut qu'il y ait des réparations. Tout le monde comprend cet état de fait. Donc à partir de là, il faut qu'on continue à faire le travail justement de bien expliquer aux gens en quoi consistent les réparations, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, comment on peut aborder cela. Je pense que tout naturellement, les gens vraiment vont rentrer là-dedans. Alors on va voir aussi dans la rue, c'est l'opinion. Canal 10 a traîné sa caméra et son micro dans les rues de Pointe-à-Pitre et regarde un peu ce que ça donne. Oui, bien, il ne faut pas nous rester toujours derrière les Guadeloupéens. Si nous restons comme ça, regarder tout le monde qui prend nous pour les étrangers qui prennent nous pour les imbéciles. Vous comprenez ça veut dire? C'est moi qui ai trouvé ça bien. Pour moi, j'ai trouvé longtemps et tout, j'ai fait ce bidard. Quand en mai 67, là, moi, j'ai trouvé que là, t'es gentil pour avoir tout problème à ce bidard ça. En tant que famille, toujours. Mais oui, moi, j'ai trouvé que ça bien. C'est pas facile hein, parce que je crois que le combat sera très difficile de reconnaître le crime contre l'humanité concernant l'esclavage. La déportation en général. Quoi. Ah oui, je suis entièrement d'accord, il faut reconnaître, il faut que les déporteurs reconnaissent leurs fautes et qu'ils paient le prix qu'il faut payer. Ben, ce serait bien parce que les parents ils ont souffert quand même. Les parents ils ont souffert et je pense que si les indemnités, ce serait bien. Ce serait bien pour au moins, je ne sais pas, comment je vais dire, réparer un petit peu toutes les misères que nous avons eues, qui nous ont fait. Enfin, je pense que aussi, il ne faut pas rester faire à la télé, partout, j'entends que ça. Il faudrait peut-être, je ne dirais pas oublier, mais passer à autre chose. Je pense que demander une réparation au niveau de l'esclavage, je pense qu'on s'en bat trop. Parce que depuis quelques temps, on parle que de l'esclavage. Je ne suis pas contre de faire une réparation, mais il faudra voir autre chose. Parce que demander une réparation maintenant, est-ce que ce sera possible? Est-ce que la France le fera? Parce qu'il y a des associations qui sont là pour ça, mais qui n'ont pas de... Ils n'arrivent pas. Moi, je ne suis pas contre une réparation. Parce que l'esclavage qu'on parle, l'esclavage qu'on m'a appris à l'école, je pense que c'est différent. Une réparation, il y a eu Chirac, il y a eu Sarkozy, maintenant c'est Hollande, et on se bat toujours. Voilà donc, bon petit panel comme ça, pris dans la rue, je précise que ça n'a pas été choisi, on a pris des gens qui venaient. Alors, réaction, qui veut réagir là-dessus? Je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel et je ne sais pas si vous avez observé que lorsque le Guadeloupéen parle des ancêtres, il parle de nous, il dit toujours nous. Il n'y a pas encore eu, on sent bien qu'il n'y a pas cette cassure, parce que bon, lorsqu'on parle de ses ancêtres, il y a les ancêtres et puis il y a nous, tandis que le Guadeloupéen parle de nous. Et je crois que c'est... Il y a une appropriation, vous voulez dire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Hein? On est encore dans cette affaire, comme si on était, nous, encore dans cette démarche d'esclaves. Hein? Et donc, il me semble que ce sera important, les réparations, pour justement réhabiliter nos ancêtres. Nous avons déjà commencé à réhabiliter nos ancêtres à travers un certain nombre de monuments symboliques que nous avons érigés, mais il me semble que ce sera essentiel. On ne peut pas demander faire passer sous perte et profit le travail de tant de millions d'hommes pendant tant de siècles et faire comme si ça n'a jamais existé. Je crois que ne serait-ce que ça, ne serait-ce qu'au nom de nos ancêtres, nous devons demander réparation à l'État français. Nous devons. Ça va rester. Moi, ce que je note dans tout ça, c'est que le Guadeloupéen est quand même assez réaliste parce qu'il a un rapport à la justice qui est assez lucide.
Moi, ce que j'entends, c'est qu'ils pensent que les actions n'aboutiront pas parce qu'on ne nous donnera pas raison. Et ça me permet de rebondir sur le système dans lequel on évolue actuellement et qui, à mon sens, est lié également à l'esclavage, au fait que nous évoluons dans un État colonial, en tout cas post-colonial, et donc dans une justice nécessairement qui est coloniale, et à la place qui est faite aux Guadeloupéens dans cette justice quand il doit l'affronter, quand il doit se défendre, quand il doit être au cœur de ce système judiciaire. Réaction directe. On vous écoute. Bonsoir. Excusez-moi. Sans l'arsène. Oui, on vous écoute. Bonsoir. 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 Éloignez-vous un peu de votre téléviseur, ça évitera des perturbations. Allez-y. Oui, on vous écoute. Parlez un peu plus fort, oui. Vous êtes très proche de votre téléviseur, c'est... Est-ce que, monsieur, est-ce que vous avez une question à poser à nos invités? Oui, d'accord. D'accord. Bien. Ben, nous bien comprendre une question. Hein? Monsieur n'est pas dans le plateau là encore, mais enfin, il y a une question. Alors, ça, on peut dire déjà, c'est que peut-être qu'il faut venir dans la manifestation là, qu'a fait le 8 et le 9 février au Lamentin. Et là, monsieur Renette qui est là, et d'autres monde aussi, peut-être que vous pouvez poser ces questions là en direct. Alors, on faisait un petit tour de table sur les réactions. Monsieur Flemé, est-ce que vous êtes surpris un peu la position exprimée par des Guadeloupéens? Non, pas surpris. Pas surpris. Bon, je crois que c'est une dame, enfin, peu importe. Il y a un Guadeloupéen qui a dit bon, mais d'accord, mais il faut nous dépasser ça. Ouais. Il faut nous dépasser ça. Alors, il y a deux choses qui s'expriment. Il faut nous dépasser ça. Et puis, bon, mais Aristide l'a dit, nous payons gagner ça. L'État français paye nous ça. Alors, il y a les deux aspects. Il faut nous dépasser ça.
comme si, effectivement, parce que c'est perçu comme étant, bon, d'accord, sur le fondement, on a raison, mais on a oublié ça. On nous passait l'éponge. Peut-être parce que c'est perçu, encore une fois, comme une démarche de revanche ou de vengeance. Et ce n'est pas de cela dont il s'agit. Et c'est ça qu'il faut bien expliquer. C'est pour ça que je reviens, je persiste et signe dans mes propos. Si on arrive à expliquer et à mettre en place une stratégie pour conquérir le droit dans notre pays de nous organiser nous-mêmes et pour nous-mêmes, pour nous développer. Et si nous arrivons à partir de cette stratégie-là, d'intégrer, eh bien, qu'il nous faut des moyens économiques pour nous développer, que ces moyens économiques, nous en avons été spoliés et que nous allons tout simplement dans le cadre d'une réparation, j'ai presque envie de dire négocier. Négocier avec celui qui nous a spoliés, eh bien la dette qu'il a vis-à-vis de nous. C'est cela la démarche. C'est une démarche politique. C'est une démarche collective. Ce n'est pas la démarche de celui-ci ou de celui-là. Et donc je veux dire que nous sommes là, nous, face à nos responsabilités, d'entraîner notre peuple dans cette démarche-là, de lui expliquer, voilà où nous sommes, voilà où nous voulons aller. C'est cela qui est face à nous comme responsabilité, j'allais dire historique. Oui, on a un appel. Merci, M. Flemet. Ne perdez pas votre fil. Oui, allô? Allô? Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en cas de bonsoir. Oui. Et en cas de juste un petit grain, c'est là, pas grand affaire. En coupé son à télé, moi, pour te faire, moi, c'est des autres. En te le réagir, dit on bitin. Là, en 2013, en te gardé en télé, moi, c'est toujours en télé, en vraiment, là, ils ont fait la commémoration de tout ça, bitin. En vraiment, Taubira. Il était accompagné président de la République française. Et c'était commémoration. Vous comprenez ça, vous dire? C'était ça qui est passé au jardin du Luxembourg. Il dit comme ça que, d'ailleurs, l'esclavage crime contre l'humanité capoté Noël. Il dit, déclarer jour là ça, mon frère, oui, que l'esclavage c'est un crime contre l'humanité, mais il n'a pas demandé réparation. Comme j'ai dit, M. Hollande dit pas de réparation, je vous laisse ça dans le discours, il dit ça. À qui dit on doit biter parce que pas grand grec, à qui dit sans paix, à deux petits micro-trottoirs là où montrer là des trois mouns là, on a senti ces mouns qui répondent là. Ils ont pensé à indemnité financière, compensation financière tout de suite. On a senti ça, ben oui, il faut réparer tout le monde, d'accord. Mais à deux qui cadent, il y a l'argent, il y a doué, mais à deux qui cadent. Dis qu'on ça, est-ce que nous parlons pour profiter en nous, mais ou que je veux qui j'en monde répondre. Merci, moi le voir. Voilà. Bien, alors, ça, c'est d'autres points de vue à ces questions-là. Point de vue, on va voir si tout le monde a partagé. Jean-Paul Kikou, peut-être on répond au point de vue. Non, en fait, ça on retient surtout, c'est que fondamentalement, tous les gens qui parlaient en micro-trottoir là, ils ont pas été contre les réparations. Premier butin. Donc c'est un butin très positif en cas trouvé. Et ça cabe moins en l'eau plus qu'espoir en cas parce que c'est même une bonne nouvelle que jeudi jour nous pas oser parler des réparations parce que ni 5 l'année nous pas capable de ça, nous pas évoquer ça. Donc jeudi jour nous pas capable des réparations, c'est un grand pas pour moi. C'est vraiment encore vraiment inviter tout le monde à venir le 8 et le 9 parce que enfin chaque monde qui peut prendre en position, qui peut tendre qui avance à les réparations, qui peut tendre qui manière restant à la Caraïbe, qui a positionné ici ça, mais qui peut aussi rajouter grain de sel et pour dire ben moi c'est comme ça aussi en PK voir ça. Donc c'est vraiment pour moi c'est une bonne nouvelle que les réparations qui arrivent là en Guadeloupe, même si ça a fait un moment nous avons travaillé ici ça. Donc vraiment qu'à inviter, qu'à proposer tout le monde de participer activement à ces déjeuners là ça parce que ces journées en nous. D'accord. Oui, moi, ça, j'ai envie de dire par rapport à problème de réparation là, ni aspect économique là, ni aspect politique là, mais ni aspect anom là. Parce que c'est vrai que afro-descendants pas meilleur. Nous pas nous qu'à mépriser nous toute la journée. Et c'est vrai que moi toujours me prends exemple à réparation considéré un monde violé.
Yo violé, yo ka dit comme ça. Mais non, mais nous passer si ça, nous laisser ça. Alors que tout le monde savent que là où violé un monde, tout le temps pas ni une parole qui dit à si viol là ça, eh bien moun n'a pas qu'arriver construire, reconstruire. Et donc c'est même bité au niveau à les réparations. L'afro-descendant, Guadeloupéen en particulier, nous bouser réparation pour nous payer, lever tête en nous et croire dans nous, croire dans la communauté. Nous, Guadeloupéen, pas qu'à croire dans nous. On Guadeloupéen qui a dit comme ça, bon, notre Guadeloupéen travaille parce que bon, Guadeloupéen pas sérieux ou bien bon, complot annexe, complot chaîne. Nous connaissons toutes ces paroles méprisantes là, ça que nous avons voyé dans nous. Mais tout ça qui a participé à justement tout démoun, qu'on a dit, il démouné nous, ce qui fait que nous pas de confiance dans nous. Et réparation qui permettre que l'homme guadeloupéen fait 10 bouts, garder, oser dire son homme à la face du monde. Non seulement la Guadeloupe un petit pays, mais aussi moins en son nom contre tout nom et qu'en mérité ni place en moi dans le monde. Nous prenons un dernier appel parce que nous pouvons prendre tout appel au sol. Là, oui, bonsoir. Ouais, oui, bonsoir. Mettez au loin de la télé là. Ah ben loin. Merci. Roulez. Alors moi, c'est un jeune Guadeloupéen, j'ai simplement TV apporter un petit commentaire. On ne peut pas parler de compensation financière, disons, parler surtout du côté financier. Mais sans regarder aussi, il faut nous tenir en réparation psychologique aussi. Parce que la France a été acceptée et dit clairement qu'avant l'esclavage-là, il était ni tort. Et ça, il faut payer ça, dit ça. La repentance. Nous avons parlé effectivement financier, c'est qu'on ouvre des parts pour nous. Mais pour génération là qui a venu après là, si lui-même a considéré que la est toujours supérieur à lui, est-ce que nous pouvons arriver là nous souhaitons aller là? C'est ça que nous avons posé comme question. Est-ce que psychologiquement aussi, il ne faut pas nous commencer par ça, commencer mentalement que nous puissions pour que derrière finance là, que peut-être bon nous là, bien sûr, peut permettre nous justement être à pied égal avec eux. Tout à fait. Alors, je voudrais à ce propos ajouter juste un point. Au mois de décembre dernier, il y a eu la commission exécutive des réparations de la CARICOM qui s'est réunie. Et justement, l'une des questions qui est venue sur le tapis, c'est la question du traumatisme psychologique causé aussi bien aux Amérindiens, qui ont été les premiers peuples habitant nos îles, qu'aux descendants d'Africains, des Afro-descendants, qui sont encore aujourd'hui traumatisés, entre guillemets, par l'esclavage, par la colonisation. Et c'est bien ce que disait ce jeune. Alors, je vous pose la question un peu comme il la posait. Est-ce qu'il y a aussi une réparation psychologique qu'il faudrait poser ce problème-là en ces termes-là? Félix Fremin, par exemple. Il y a plusieurs aspects, parce que j'ai entendu... Madame Jacquerie insister beaucoup sur cet aspect-là. Elle n'a pas tort. Sauf qu'il faut à ce moment-là peut-être préciser le contenu et le sens des mots. Est-ce qu'il s'agit là de la réparation? Parce que va-t-on jamais réparer un crime? Il ne se répare pas, par définition. Alors, si on commence à rentrer dans ces considérations-là, et je pense que peut-être qu'on dit des choses, oui, cette réparation, en tout cas, la prise en compte des souffrances subies par notre peuple, ce que vient de dire le téléspectateur, c'est une dimension importante, mais elle n'est pas directement en lien avec, en tout cas, la réparation telle qu'on l'a posée, c'est-à-dire la dette qu'a vis-à-vis de nous, de nos pays sous-développés à cause du système colonial, les puissances esclavagistes. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors ça ne s'oppose pas, mais ce n'est pas la même chose. Alors peut-être qu'il va falloir parler, savoir exactement quand on met, qu'est-ce qu'on met derrière le mot réparation, pour pouvoir être très clair. Les choses ne s'opposent pas, mais je ne pense pas qu'elles se posent exactement sur le même plan. Quand vous défendez un client et qu'il a gagné son procès, d'une manière générale, on demande, vous demandez, enfin pas des réparations, mais vous demandez quand même une compensation. Quand une personne est victime. Oui, une victime. D'une infraction. D'une infraction. Alors, on parlait tout à l'heure d'un viol, par exemple, parce qu'il y a eu des viols pendant l'esclavage, il y a eu des traumatismes. Est-ce que du point de vue juridique, bon, on ne pourra pas peut-être transposer des choses, mais comment vous voyez un petit peu, en tant qu'avocate, c'est l'aspect technique de cet aspect?
Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a effectivement l'aspect financier qui ne peut pas être organisé de telle sorte que chaque Guadeloupéen reçoive une indemnisation financière. Il ne s'agit pas de ça. Les Martiniquais, les confrères martiniquais et les citoyens martiniquais, parce que la Martinique avait fédéré beaucoup il y a déjà 7 ans autour de cette question de l'indemnisation, de la réparation et donc de l'indemnisation, avait organisé ou en tout cas préconisé qu'il y ait un collège d'experts, de 7 ou 8 experts reconnus, qui soit chargé pendant un délai approximatif de 5 ans, parce que ce n'est pas évident du tout, d'évaluer les dommages avec une demande de provision qui, si mes souvenirs sont exacts, devait être de l'ordre de 200 milliards ou quelque chose comme ça, qui, le temps qu'elle elle puisse aller à la constitution d'une fondation qui aurait été constituée uniquement pour ça, soit répartie entre les 2 collectivités territoriales que sont le Conseil général et la région. Alors, ça, c'était une chose. Mais il y a un aspect humain, psychologique, on peut l'appeler comme on veut, qui est fondamental. C'est ce que je crois qu'on disait tous tout à l'heure, ce devoir de repentance, ce que les excuses et le pardon qu'on doit solliciter de nous. Le gouvernement français ne l'accepte pas pour l'instant. Non, parce que accepter le devoir de repentance, c'est immanquablement enclencher la question des réparations, le processus des réparations. Mais ce que je crois aujourd'hui, sans se victimiser, le peuple guadeloupéen n'a pas une posture de victime historiquement et fondamentalement. Peut-être aujourd'hui, la société fait qu'on a tellement sollicité l'assistanat, on nous a tellement enfermés dans le fait qu'on doit à la France, que finalement, si on a le RSI, si on a toutes sortes d'allocations, on les doit à la France. Peut-être que nous sommes beaucoup moins guerriers, j'ai presque envie de dire, mais pas au sens de faire la guerre, mais beaucoup moins déterminés qu'avant. Mais historiquement, le Guadeloupéen n'est pas une victime. On le disait tout à l'heure, Monsieur Flemin le disait à juste titre tout à l'heure, Victor Schellcher intervient dans un certain contexte, mais nous ne devons pas l'abolition de l'esclavage à Victor Schellcher. Nous le devons aux Marrons, au combat qui était mené par les Marrons et au fait qu'on s'est rendu compte effectivement qu'économiquement, ce n'était plus quelque chose de rentable, le commerce de l'ébène. Il faut aussi être conscient d'un certain nombre de réalités historiques. Je crois que humainement, le Guadeloupéen, même s'il ne le sait pas encore ou même s'il n'a pas encore envie de le savoir, se reconstruira quand on le reconnaîtra comme une victime, pas comme quelqu'un qu'on plaint, comme quelqu'un à qui l'on doit, parce qu'on lui a fait du mal, et parce du fait qu'on lui ait fait du mal, on doit le reconnaître dans son statut d'homme et de femme à qui on a fait du mal. Ça passe par des excuses, ça passe par un pardon, parce qu'il faut qu'on l'accepte, ce pardon, mais pour qu'on l'accepte, il faut qu'on nous le présente. Et aujourd'hui, tout le débat est là. Et tant qu'on ne sera pas arrivé à cela, et je ne crois pas que la France ait intérêt à ce qu'on arrive à cela, parce que ça signifierait que nous vivions en Guadeloupe en bonne harmonie. Or, vivre en Guadeloupe en bonne harmonie, ça n'arrange pas la France. Elle préfère que nous soyons opposés, nègres, indiens, béquets, blancs-matignons, etc. Parce qu'il n'y a pas de cohésion. Or, opposer à la France coloniale une cohésion guadeloupéenne, c'est déjà lui mettre un genou à terre et lui permettre de reconnaître en face d'elle un peuple qui a fait front et qui va dans la même direction. Donc, je crois que le débat, il est là, Monsieur Zandronis. Voilà, et le débat se termine là. Juste avec un mot de Madame Jacquet pour rappeler le rendez-vous dans quelques jours. Rapidement, très rapidement, on a terminé. Je ne peux pas dire 2 mots.
Non, je crois que c'est important ce que Sarah Aristide a dit concernant l'État français. Je crois que l'État français a une image d'État qui a connu les droits de l'homme et qui a initié les droits de l'homme. Et il ne veut pas accepter l'idée que, il a été également celui qui a initié la négation des droits de l'homme et notamment de l'homme noir. Et ça, les intellectuels français, l'État français, c'est trop douloureux pour eux. Ils n'acceptent pas ça. Alors, comment ça va se passer? Donc, samedi et dimanche, donc, nous aurons une première partie samedi, comme je vous disais, où on sera un peu entre nous, donc c'est la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Hein. Nous allons parler de notre vision des réparations, des propositions qui seront faites, hein, notamment au niveau juridique, en tout cas, tous les différents groupes qui se sont constitués, les intellectuels, les artistes et tout. Et puis dimanche, ce sera la partie un peu plus caribéenne, parce que là, nous aurons nos invités de la Caraïbe, donc de la Jamaïque, de Trinidad, de Barbade, qui vont venir. De la Dominique aussi. De la Dominique également. Nous aurons des invités des USA et d'Haïti qui viendront nous donner leur position, en tout cas l'état d'avancement de leurs travaux. Est-ce que la manifestation est payante? Non, alors surtout pas. Non, je pose la question. Alors, donc, ce que j'aimerais dire, c'est que donc, ça va se passer à la médiathèque du Lamentin de 9h du matin à 20h le samedi et jusqu'à 13h le lendemain. C'est gratuit, les personnes pourront manger sur place. Non, pas sur place, je dis une bêtise. Pourront manger parce que nous avons une restauratrice qui pourra être contactée. Donc, je peux vous donner ses coordonnées. Très rapidement, parce qu'on a fini là. Non, je vous donne juste mes coordonnées. Voilà, je vous donne mes coordonnées, comme ça, il faut pouvoir appeler. Donc, c'est un portable, c'est le 86 36 71. Voilà. Bien, je crois qu'on n'a pas tout dit, bien sûr. On n'aura jamais tout dit sur cette question de réparation. Il y aura probablement une autre émission. Moi, j'ai suggéré d'en faire une autre la semaine prochaine. En passant aussi avec le canal Disque d'accord. Mais en tout cas, je promets de revenir après ce colloque sur la question des réparations. Probablement au mois de mai, nous aurons une nouvelle émission sur cette question. Et là, Félix Fumet sera peut-être plus en forme. Meilleure forme en tout cas, parce que je sais qu'il a fait l'effort d'être là tout en étant un peu fatigué. Je vous remercie en tout cas d'être venu, Jean-Paul Kikou, Madame Jacquerie, Maître Sarah Aristide, dont on n'a pas entendu beaucoup les brassés ce soir, tant mieux, et Félix Fumet, ainsi que Luc Renette, Marie-Christine Kidal qui était avec nous, et on regrette que malheureusement à cause de la grève d'essence de la Sarah avec 100 H, que M. Monza n'ait pas pu être avec nous ce soir. En tout cas, rendez-vous mercredi prochain pour une autre émission. Cette émission d'ailleurs est rediffusée demain à partir de 15h, sinon elle est visible sur le site de CCN www.caribecreolenews.com. Merci, à mercredi prochain.